Claude, j'arrive juste à temps. Patrick, bonjour. C, oui, excuse-moi, bonjour. P, ce n'était pas pour te le faire remarquer. Tu dis que tu arrives juste à temps, pourquoi? C, je vois que tu t'apprêtes à commencer la tenue d'un journal, est-ce que tu ne pourrais pas en profiter pour parler un peu de toi? Du moins, pour ce qui se rapporterait au contenu de ce journal. P, en fait, l'objet de ce journal est de recueillir les textes qui n'ont pas été retenus dans les 2 autres publications, Vie, Conscience et Partage et le voyage mobile. C, ce sont toujours des textes qui proviennent de tes balades intuitives? P, de manière intuitive, cela reste pour l'instant la règle, mais pas uniquement lors de déambulations, et il faut également inclure certains éléments provenant de dialogues. C, tu avais dit que cela ne se produisait pas, lorsque tu te trouvais en compagnie d'autres personnes? P, c'est vrai dans le sens où, jusqu'à présent, aucune pensée intuitive ne sont venues interrompre une conversation avec d'autres personnes. Mais certains textes s'inspirent de conversations, soit directement en reproduisant la teneur de celle-ci, soit qu'ils correspondent à des réponses intuitives ultérieures, directement puisées dans ces discussions d'alors. C, oui, je comprends mieux. Bon, effectivement, ce n'est pas un journal classique où l'on se livre. Mais ce serait bien d'évoquer quelques éléments biographiques en lien avec tout cela, c'est-à-dire tout ce qui t'a conduit à vivre cette conscience attentive. P, j'avais déjà consacré quelques lignes à ce sujet dans l'introduction d'un dialogue entre amis. C, oui, quelques lignes, mais ce n'est pas suffisant. N'oublie pas que tu as mis ce texte en ligne sur Internet, afin de partager cette expérience. Et surtout qu'elle puisse aider d'autres personnes intéressées par cette voie, ou qui souhaiteraient disposer de moyens accessibles et reproductibles pour, tout simplement, aller mieux, être moins affectés par les vicissitudes de l'existence. P, l'essentiel repose dans le contenu du message, et la transformation personnelle qu'il peut induire, le contenu biographique est marginal. C, je te fais confiance pour ne pas t'appesantir sur le sujet. Et puis, ce qui me semble intéressant dans ton parcours, c'est le fait que tu n'as eu aucune prédisposition particulière, t'amenant dans cette perspective, aucune rencontre à l'origine d'une orientation décisive. Peut-être une succession événementielle. P, je vais réfléchir. C, c'est bien. Compte sur moi pour te le rappeler. C, alors, tu as réfléchi, tu es prêt à te livrer un peu? P, le minimum. C, on verra, je te propose un truc. P, vas-y, dis-moi ton truc. C, je te pose des questions et tu réponds, d'accord? P, d'accord. C, on a vu que la plupart des textes que tu présentes, viennent de façon intuitive. Peux-tu exposer l'ensemble du processus d'écriture? P, il comprend 4 phases, réception intuitive du texte, note immédiate sur le carnet, recherche éventuelle selon la thématique, écriture définitive. C, ça a le mérite d'être clair. Peux-tu préciser la phase, recherche éventuelle selon la thématique? P, les idées intuitives peuvent concerner de multiples sujets, lorsqu'ils se rapportent à des connaissances précises, ayant fait l'objet d'études préalables, une recherche est engagée pour l'approfondir, et surtout d'être en phase avec ce qui est publié et validé. C, d'accord. Est-ce que tu conserves tout ce que tu reçois intuitivement? P, non. J'exerce naturellement un droit de lecture préalable, et filtre l'ensemble par la réflexion. Je laisse d'ailleurs reposer les textes, un certain temps avant de les reprendre et de les valider, publication sur Internet. C, est-ce que tu notes sur tes carnets, toutes les idées qui surviennent par intuition? P, tant qu'à faire, autant indiquer ce qui se passe dans le traitement d'une idée intuitive. C, précis et concis, parfait, j'aime ça. P, une idée se manifeste intuitivement. Entre-t-elle dans le champ des thèmes pouvant être abordés dans le cadre de la connaissance de soi, une connaissance globale, élargie, incluant le monde extérieur, car interagissant avec la conscience? Si oui, notation sur le carnet, sinon, abandon. Idée retenue, prise en note tant que le sujet abordé possède de la substance. En général, et de façon systématique depuis quelque temps, une idée intuitive qui apparaît au mental, expose une thématique complète. Une fois le stylo posé et le carnet fermé, elle disparaît rapidement de la pensée.
Elle restera ainsi jusqu'à ce que le projet d'intégrer ces idées intuitives prenne forme, insertion dans une structure plus vaste, par exemple. Une fois cette décision prise, tous les textes non exploités, et présents dans les carnets sont lus, choisis ou non, et dans l'affirmative, classés dans le plan du texte global en préparation. C. Pour suivre au plus près ce processus, comment se présentent les idées à la conscience? P. Comme lorsque l'on entreprend un travail de réflexion sur un sujet particulier. Assis à la table de travail, une feuille blanche ou un clavier d'ordinateur devant soi, c'est selon, on pense intensément au thème que l'on souhaite traiter, notant scrupuleusement toutes les idées qui surviennent, puis les transcrivant correctement par thème. C. Comme, mais avec une différence. P. Oui. Lorsqu'une idée survient, elle ne prévient pas, n'est pas le fruit d'une réflexion préalable, s'impose en douceur. Une seule condition impérative, disposer à l'instant de quoi noter pour la transcrire, car elle est fugace, du moins dans sa rédaction. C. Dans sa rédaction. P. Lorsque l'idée thématique se manifeste, la pensée qui la supporte est relativement limpide, les mots coulent librement, à quelques exceptions près. En tout cas, cela s'arrête juste quand il faut. C. C'est-à-dire. P. Quand le sujet semble épuisé. C. Semble. P. C'est l'impression, forte, qui domine à ce moment-là. Mais il arrive que quelque temps après, ou bien plus tard, d'autres idées, précises, complètent ou élargissent la thématique initiale. C. C'est pratique. P. On va pas se plaindre. C. Et donc, on se plaindra pas. Pour affiner, ce n'est pas de l'écriture automatique, ou une voix étrangère qui dicte les idées intuitives. P. Ni l'une ni l'autre. La voix, si l'on peut dire, est identique à celle que l'on perçoit intérieurement, lorsque l'on réfléchit à quelque chose, et que ce quelque chose est destiné à l'écriture. La meilleure façon de décrire et comprendre ce phénomène serait de dire, à mon humble avis, l'intuition fulgurante remplace la réflexion besogneuse. C. C'est clair. Pourrais-tu évoquer maintenant le parcours qui t'a conduit à cela? P. À recevoir ces idées intuitives sur la connaissance de soi? C. C'est un peu ça, oui, en fait, c'est complètement ça. P. Sans garantie du résultat, car je n'ai aucune certitude sur ce point, je peux retenir et décrire ici les différentes étapes, qui aboutirent à ce questionnement sur le changement de niveau de conscience. C. Très bien. Tu vois, quand tu veux. P. C'est la qualité de l'intervieweur. C. Passe-moi la rhubarbe. P. Je te passerai le séné. Bien, par où commencer? C. Par le commencement. P. C'est un excellent conseil, je vais le suivre. C. Donc, à quand remontent les premières attirances vers la connaissance de soi? P. Je pense qu'il faut remonter plus loin, dans le temps et trouver le déclencheur qui suscitera, bien des années plus tard, cet intérêt pour la conscience. C. Certainement. Une culture familiale pour la religion, ou la spiritualité peut-être? P. Pas du tout. On ne se posait pas vraiment de questions métaphysiques dans la famille, gérer le quotidien était bien suffisant. Il me revient une anecdote. C. Oui. P. Le premier contact avec la religion, en exceptant le baptême, peu après la naissance, où il était difficile de donner son avis, un petit garçon de 4 ou 5 ans, entre avec sa mère dans une église. Il fait très sombre, semblant surgir de nulle part, en fait de derrière un pilier, un homme grand, tout de noir vêtu, la soutane, apparaît soudainement devant l'enfant qui, ressentant la plus grande peur de sa courte vie, se précipite dehors en criant, vers la lumière rassurante. Plus jamais il ne voudra revenir dans une église. C'est, effectivement, une première rencontre que l'on n'oublie pas. Tu dis que les parents ne se souciaient pas de religion, et ce baptême? P. On était en 1955, à cette époque l'Église catholique était encore influente, et cela faisait plaisir à ma grand-mère. C. C'est entendu. Et la véritable rencontre? P. On pourrait l'intituler, la danse devant le présomptoire. C. Intéressant, ça donne envie d'en savoir davantage. P. Le petit garçon, devenu un jeune adolescent, se trouve au rayon des livres dans un magasin situé à proximité de la place de la Nation, Paris 12e. C. C'est précis. P. C'est gênant? C. Non. P.
face à un présentoir consacré à une collection intitulée L'Aventure mystérieuse. Cette collection avait un franc succès à l'époque. Elle regroupait des ouvrages traitant de l'ésotérisme. Après avoir rapidement lu les titres proposés et feuilleté quelques pages, deux d'entre eux retinrent l'attention de l'adolescent. C. Lesquels? P. Patience, voulant absolument n'en retenir qu'un seul. Une danse étrange, et peut-être initiatique, semble habiter ce corps. C'est ce qu'un observateur attentif pourrait déduire en regardant la scène. Chaque livre est examiné dans ses moindres détails. Thème abordé, présentation, nombre de pages, presque sous-pesé, on ne sait jamais, pour ne pas regretter. Le choix final. Mais cela ne suffit pas. Dansant d'un pied sur l'autre pour faire venir l'inspiration, non plus. Alors, n'en pouvant plus, une promenade parmi les autres rayons devrait éclaircir les idées et guider la sélection. Retour, non pas vers le futur, mais à l'encontre du présentoir. Rien n'a changé, les deux ouvrages sont toujours là. Dommage, cela aurait facilité la résolution. Ultime relecture des mêmes passages, ça y est, le choix est fait. L'adolescent repart, soulagé, tenant fermement le livre choisi vers la première caisse disponible. C. Alors, ces deux livres. P. Il s'agissait de Mu, le continent perdu de James Churchward, et le troisième œil de l'Aube sans grand pas. C. Connais pas. Et qu'est-ce que tu avais choisi? P. Le troisième œil. C. De quoi ça parlait? P. Les enseignements religieux et mystiques transmis à un jeune moine destiné à devenir lama, dignitaire religieux tibétain. C. Intéressant. P. Ce qui est intéressant, c'est le parcours qui s'ensuivit après la lecture du livre. C. J'écoute. P. Ce sera peut-être un peu long. C. J'écoute d'autant mieux. P. Tout d'abord, une mise au point concernant l'auteur, l'Aube sans grand pas. Tout presque a été dit à son propos, initié pour ses admirateurs, imposteur patenté pour ses détracteurs. Si, plus de 30 ans après sa disparition, la thèse de la mystification est la plus vraisemblable, il ne faudrait pas tout jeter. C. Jeter le bébé avec l'eau du bain, selon l'expression bien connue. P. C'est complètement à propos. En effet, dans un style aisé et une narration captivante, il a su présenter simplement des notions complexes comme le karma, la réincarnation, les corps subtils, les plans spirituels, l'évolution humaine. Par ailleurs, il reliait tout à une conduite de vie basée sur « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ». À cette période transitoire, mais difficile de l'existence, et surtout pleine d'interrogations, l'adolescence, se plonger dans cette littérature, apportait des réponses ludiques et faciles. C. Donc, merci Rampa. P. Oui, merci Rampa. C. Et après? P. Dès leur parution, l'adolescent, captivé et insatiable, dévore tous les ouvrages de cet auteur. Il a envie de faire connaître cela, de le partager avec ses copains. Mais de nature timide et réservée, il n'ose franchir le pas, car lorsqu'il s'y hasarde, c'est au mieux l'étonnement qui accueille ses dires. C. Pour ne pas dire les moqueries. P. Maintenant, c'est dit. C. J'aime bien la précision. P. Mais en 1969, en classe de 5e, une rencontre essentielle se produisit, celle de Philippe. Le premier contact est facile, même si la personne est réservée, car cette nature est familière à Patrick. Philippe est calme, posé, paraît plus mature que ses autres condisciples. En un mot, sa présence rassurante attire Patrick, qui n'hésite pas à lui parler de ses lectures. Philippe est intéressé, puis enthousiaste. Une amitié solide, centrée autour de l'œuvre de Rampa prend naissance, et les deux adolescents se rencontreront régulièrement, alternativement chez l'un et chez l'autre, pour échanger leurs impressions après l'introduction musicale de rigueur, écoute et découverte de la musique classique. C. Vous êtes resté longtemps en relation? P. Hélas non. À cause de la conscience émotionnelle. C. Tiens donc. P. Le Patrick de l'époque avait une notion intransigeante de l'amitié, voulant y voir un modèle de perfection avec des règles strictes que, naturellement, il édictait. C. Et un comportement de Philippe, qui ne s'intégrait pas dans cette norme lui a déplu. P. C'est tout à fait cela. Une broutille. Mais la fêlure dans le modèle idéalisé, finit par obnubiler la conscience émotionnelle, et Patrick, incapable d'y résister,
décida de cesser unilatéralement cette relation. C. L'importance de la conscience émotionnelle, comme entrave fondamentale à la connaissance de soi, qui forme la clé de voûte de vie, conscience et partage, n'a-t-elle pas son origine dans cette triste anecdote? P. Il est certain que les ravages occasionnés par une conscience émotionnelle mal maîtrisée, peuvent être source de réflexion, si l'on parvient à prendre suffisamment de recul pour analyser la situation. C. Mais il aura fallu du temps. P. Le temps possède de multiples facettes, l'une d'entre elles peut s'avérer un outil précieux pour la compréhension. C. Et après cet épisode traumatisant, P. Avant tout, je souhaite revenir sur ce qu'a représenté cette rencontre avec Philippe dans le processus qui devait mener à cet intérêt pour la connaissance de soi. Elle fut fondamentale, essentielle, car elle aura permis d'ancrer solidement, dans la conscience d'alors cette inclination pour la spiritualité. C. La spiritualité n'est pas nécessairement la connaissance de soi. P. Effectivement, mais elle s'en rapproche bien plus que ne le ferait un dogmatisme politico-économique. C. C'est sûr. P. C'était l'année 1974. C. Ça pourrait pas se chanter. P. Ça pourrait, mais je n'ai pas trouvé. C. Donc, et après? P. La lecture des ouvrages de Rampa continua d'alimenter ce goût pour l'ésotérisme aux alentours de 1978. Là, une parenthèse s'installa jusqu'en 1983, où un certain Claude, qui pratiquait déjà cet art, conseilla de le suivre dans la voie du yoga. C. Ah oui, je le connais bien. Un bon conseil. Je me souviens parfaitement de cette période, du lieu, dans le 13e arrondissement, et surtout du professeur extraordinaire, Roland. P. Voilà, une multitude de souvenirs communs. C. C'est étonnant que tu n'aies pas été attiré plus tôt par cette discipline, vu tes orientations précédentes. P. Cette question va permettre, à partir d'une anecdote, de développer un point important. C. Ah, très bien, j'adore les anecdotes. P. Ce n'est pas transcendant, mais cela montre bien certains mécanismes mentaux. Dans ses livres, Rampa, chaque fois que l'occasion se présentait, dissuadait les Occidentaux de pratiquer le yoga, inadapté à leurs articulations, et d'adopter un régime végétarien, on n'est pas des ruminants. Ces conseils, inéclairés. C. Pour le moins. P. Comme tu le soulignes avec raison. Donc, ces avertissements m'ont tenu éloigné de ces deux pratiques jusqu'en 1983, yoga, et 1984, régime végétarien. C. En plus, je sais que tu n'aimes pas, et que tu n'as jamais aimé la viande. P. C'est exact. C. Je suppose que la découverte du yoga t'a conduit à t'informer sur ce type de régime, et que là, en connaissance de cause, tu l'as adopté. P. Encore exact. La morale de l'histoire. C. C'est ce que disait Bouddha il y a 25 siècles. P. Qu'est-ce qu'il disait, entre autres? C. Ne croyez à rien sur la seule autorité de vos aînés ou de vos instructeurs, mais ce que vous avez vous-même éprouvé, expérimenté et reconnu pour vrai. P. C'est la sagesse qui parle par ta bouche. C. Je n'ai fait que prêter ma bouche à Bouddha. P. Oui, et 2500 ans après, ça fonctionne toujours. Mais il convient d'apporter un préalable essentiel. L'expérience peut être trompeuse et mener à l'égarement, notamment lorsque le crible sélectif s'avère être la conscience ordinaire. Il faut donc atteindre une capacité de discrimination importante dans la connaissance de soi. Une fois encore, priorité doit être donnée à l'attention pour bannir les égarements, mais surtout les certitudes qui reposent bien souvent sur des fondations mouvantes. Sinon, voici ce que j'aurais dû faire plus tôt. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire plus tôt. C. Tu as fini par le faire. J'ai pas entendu quelque chose à propos du temps il y a peu. P. Heureusement que tu es attentif. C. Je gère la continuité du récit. Et où le yoga t'a-t-il mené? P. À perdre 20 kilos. C. Ah bon? Je m'en souviens pas. P. On ne se voyait plus alors. C'était pendant ma période yogi full-time. C. Ah oui. Je me souviens du début de cette période, et pour tout dire. P. Dis tout. C. Tu étais un peu chiant à l'époque. Excuse-moi. P. Tu as raison, c'est un mot qui résume parfaitement la situation d'alors. C. Et comment cela s'est-il passé? P.
excès de bien peut nuire. C'est ainsi que l'on peut résumer cette tranche de vie. C. Pas épaisse, avec 20 kilos en moins. En plus, tu étais plutôt svelte à l'époque. P. En plus, oui. C. Et donc, P. Comme ce qui a mené à cet état, pouvait aider à comprendre certaines postures mentales rigides, il a fait l'objet d'un texte qui sera inclus dans ce journal. C. Sous quel titre? P. Lorsque le corps s'exprime, soyons humbles, écoutons-le. C. La voie de l'humilité, elle peut conduire très loin. P. Si l'on ne se perd pas en route, oui. C. Donc, je suppose qu'après cet intermède, tout est rentré dans l'ordre. P. Oui. La vie continue. C. Et elle continue vers où? P. Une multitude de voies spirituelles. C. Plus précisément, P. Après le yoga, et dans l'ordre, mission Ramakrishna, retrait dans un monastère chrétien, méditation zen, retrait dans un centre tibétain, lecture des enseignements de Krishnamurti, centre spirit. Il faut également mentionner une pause de 5 ans environ entre la fin de la lecture des enseignements de Krishnamurti, et le début de la fréquentation du centre spirit. C. Oula. Quel patchwork spirituel. Et des questions en perspective. P. Vas-y. C. Quelle durée respective, dans chacune des voies? P. De quelques jours à quelques années. C. Ah oui. Qu'est-ce que tu cherchais? P. Des réponses à un questionnement sur la façon de connaître sa nature profonde. Également une figure tutélaire inspirant confiance, et qui serait capable de répondre à toutes ces questions. C. D'où cette multiplicité de contacts. P. Cela va sans dire. C. Et sur quelle base tu quittes l'un pour rejoindre l'autre? P. Soit le simple fait de ressentir que cette voie ne convenait pas, ou bien l'incompatibilité avec la personne qui inspirait cette dernière. C. Je vois que tu mentionnes Krishnamurti, tu as lu plusieurs de ses ouvrages? P. Pratiquement tous. C. Je m'en doutais un peu. J'ai parcouru quelques-uns d'entre eux après que tu l'as cité dans la présentation de l'attention, chapitre 3, 1 d'un dialogue entre amis. Celle-ci constitue vraiment le centre de son enseignement. Je m'excuse un peu, mais, P. Ne t'excuse pas, dis simplement ce que tu souhaites. C. C'est vrai, c'est tellement plus facile lorsque l'on présente les choses simplement, sans intention de nuire, mais uniquement pour clarifier le propos. P. Donc, C. Tout ce que tu exprimes sur l'attention, n'est-il pas une redite de ces enseignements? P. Oui et non. C. Ça a le mérite de ne pas être clair. P. Des explications s'imposent alors? C. Tout à fait. P. Oui, parce que le thème est identique, et être attentif correspond à un état naturel de la conscience, non pas inconscient et systématique, comme peut l'être la respiration, mais une qualité susceptible d'être cultivée, non car, la façon d'aborder ce thème diffère, il a été assimilé et la restitution qui en résulte passe par le filtre de la conscience, proposant une autre lecture en quelque sorte. C. Et l'intérêt? P. Cela participe à une extension de la compréhension globale. C. Mais encore? P. Élargissons le débat. C. C'est bien. P. Considérons les thèmes qui se rapportent à l'existence, une fois que l'on a distingué la vie, l'amour et la mort, le reste peut y être rattaché de près ou d'un peu plus loin. Mais si l'on prend la peine de consulter la littérature qui se rapporte à ces sujets, la multiplicité des abords possibles permet quasiment à chaque personne intéressée de trouver son bonheur dans ce foisonnement d'idées, pourtant toutes dérivées des 3 thèmes initiaux. Concernant l'attention, ce sujet, bien que largement développé par Krishnamurti, ne lui appartient pas, il occupe également une place essentielle dans certaines traditions bouddhistes, Vipassana, par exemple, et autres voies d'éveil. Ayant évoqué avec quelques personnes la philosophie de Krishnamurti, et conseillant la lecture de ses livres, j'obtenais parfois en retour un sentiment de totale incompréhension. Ce n'est pas la technique qui importe, mais la façon de la transmettre, afin qu'elle puisse être perçue, saisie et assimilée par les personnes qui peuvent en être destinatrices. C'est pour cela que tu disais dans un dialogue entre amis, à propos de l'attention et de la respiration consciente, ces connaissances sont faites pour être partagées. Pas besoin d'être un expert. L'attention et la respiration consciente sont des postures naturelles.
chacun est capable de les pratiquer, d'en ressentir les bienfaits, et donc de le transmettre. P. Voilà. Il est possible de faire une analogie avec la musique. C. Cela rappelle les écoutes musicales avant ou après nos conversations. P. La musique tient une place essentielle dans l'existence. Donc, en musique, il existe les accords fondamentaux et les harmoniques. Ces derniers, pouvant varier indéfiniment, sont comme l'expression personnalisée d'un thème de base. Ce qui importe avant tout, c'est que chacun puisse choisir, écouter et se satisfaire de cette musique. C. Évidemment. P. Une autre question? C. Ah oui. Pourquoi, et surtout, comment? La fréquentation d'un centre spirit après le parcours précédent? P. Étonnant, non? C. Plutôt, oui. P. La curiosité, après une conversation avec une personne intéressée à cette thématique. C. Et qu'est-ce que cela t'a apporté de plus? P. Au-delà de la curiosité, de choses essentielles. C. Franchement, je ne l'aurais pas imaginé. P. Comme quoi? C. Donc, ces éléments majeurs? P. Une rencontre personnelle importante, ainsi qu'une perception plus intense des effets de la conscience émotionnelle. C. On y revient encore. En fait, tu redevenais immodérément dépendant de tes émotions? P. C'est un peu ça, oui. C. Un peu? P. Plus qu'un peu. C. C'est mieux. Et comment cela s'est-il terminé? P. Bien. C. Tant mieux. Mais encore? P. Par une compréhension plus lucide de la conscience émotionnelle, le rôle de la mémoire, le cheminement de la pensée, les effets psychiques, la place des émotions dans la société. C. Un déclencheur important, finalement. P. J'oserais dire fondamental pour la suite des événements. C. Ose. Et je suppose qu'après cela tu as commencé à écrire les textes sur la connaissance de soi? P. Pratiquement. À 1 ou 2 mois près, la fin de la fréquentation du centre spirit, de 2005 à 2008, coïncida avec les premiers textes perçus intuitivement. C. D'abord au bois de Vincennes, et transcrit directement sur des carnets? P. Tu connais la suite. C. Oui. Autre chose à dire? P. Non, sinon que. C. Donc, oui. P. On se laisse prendre facilement à ce type de jeu. C. Quand on n'est pas attentif, oui. P. Cette réflexion ne pouvait être mieux placée. C. Et ce dernier mot? P. Le processus de réception intuitive des textes continue depuis la diffusion de Vie, Conscience et Partage sur Internet. Un certain nombre de carnets en témoignent, ils contribuent actuellement à l'écriture de 2 types de textes. C. Ah oui, lesquels? P. J'y arrive. Le premier a pour sujet une mise en perspective de l'évolution, cosmos, vie, conscience. Le second constituera le recueil des textes non intégrés dans un projet particulier, et dont la présentation, sur ta demande, reprendra le dialogue que nous engageons actuellement. C. Très bien. Je vais suivre attentivement le premier projet. P. Ta présence et tes suggestions sont toujours les bienvenues. C. J'aimerais juste poser une dernière question. P. Oui. C. En suivant le parcours qui t'a mené à recevoir ces textes. P. Recevoir n'est peut-être pas le terme approprié. C. Je dis recevoir car, pour l'essentiel, ils empruntent la voie de l'intuition. P. Pardon, d'accord. Continue. C. Je disais donc, ce cheminement ne devait-il pas aboutir logiquement à cette réflexion sur la conscience émotionnelle, avant d'aborder la connaissance de soi? Et n'y avait-il pas là une forme de prédestination? P. Je te remercie pour ces 2 dernières questions, il est possible que l'on soit reparti pour un certain moment. C. On a le temps. P. C'est vrai, on a le temps. C. Alors, allons-y. Enfin, vas-y. P. J'y vais. À la base, on peut définir l'existence comme une suite de choix servis par des inclinations ou des aversions. Cela fixe le cercle dans lequel s'inscrira cette existence. C. Oui. P. Avec le temps, les options peuvent se diluer, disparaître, remplacées par d'autres, ou se renforcer. Il est évidemment possible de suivre une trajectoire particulière, de la décrire, éventuellement de vouloir l'analyser et l'expliquer. C. Je te suis. P. Petite digression. C. Ah, enfin.
P. C'est un aphorisme bien connu, un long voyage commence toujours par un premier pas. C. Et il arrive parfois que c'est le premier pas qui coûte. P. Ça arrive, une fois bien engagé, et bien avancé sur le chemin, on apprécie de faire une pause, et prendre le temps de contempler le panorama, notamment si un point de vue en hauteur est atteint. Après ces quelques instants de scrutation, observant l'endroit d'où la randonnée débuta, un sentiment mêlé d'étonnement et de satisfaction s'empare du promeneur, et l'on pourrait traduire sa pensée par ces mots: quel chemin parcouru! Jamais je n'aurais cru pouvoir parvenir jusqu'ici. C. Et il en est de même des chemins de l'existence. P. Exactement. Tu connais l'arbre des choix? C. Oui. Sur une feuille de papier, on trace un trait horizontal, figurant le début du modèle, à partir duquel on accole deux traits divergents, un à gauche, l'autre à droite, représentant un choix, ces deux traits supportant chacun deux autres segments opposés, et ainsi de suite. P. Tout à fait. Eh bien l'arbre des choix illustre admirablement le sentiment que l'on peut éprouver en découvrant le parcours d'une personne, particulièrement si l'on se focalise sur la situation actuelle, ignorant tous les éléments et les circonstances qui ont rendu cela possible. C. D'où l'étonnement parfois lorsque l'on ne connaît qu'une partie du cheminement, que l'essentiel des informations retraçant les étapes de formation et d'apprentissage sont inconnues. P. Sur cette même base, il faut rester très prudent en matière de jugement. C. C'est entendu. Et donc on peut bien affirmer que la conscience émotionnelle, assez pressante chez toi, t'a conduite à cette recherche. P. La conscience, c'est le champ des possibles, une multitude d'occasions. Il convient donc d'avancer prudemment, et de bien vérifier tous les aspects d'un point de vue avant d'affirmer quoi que ce soit. On peut simplement déclarer que parmi l'ensemble des évolutions possibles émanant d'une conscience émotionnelle ardente, l'une d'elles pouvait occasionner une réflexion sur sa nature. C'est une réponse appropriée qui permet d'embrayer sur la prédestination. Était-ce le cas pour toi? Estimes-tu avoir été voué à cette recherche particulière? P. Vaste sujet. Et pour tenter de l'appréhender à une plus juste mesure, abandonnons immédiatement l'aspect personnel, qui de toute façon serait inconvenant, et biaisé car trop subjectif. Donc, de façon générale, que dire de la prédestination? C. Très bien, élargissons le débat. P. Lorsque l'on observe les capacités des personnes, il est indéniable qu'il existe des facilités et des prédispositions pour l'apprentissage de certaines matières ou techniques. Ceci étant posé, la question immédiate concerne l'origine de ces aptitudes, capacités du cerveau, milieu, éducation. C. Réincarnation, évolution de la conscience, mission de vie. P. Pourquoi pas, n'écartons rien a priori. C. Ça devient intéressant. P. Ne serait-ce pas là le signe d'avoir opté pour un biais, une explication particulière, plus à partir d'un signal émotionnel, qu'un véritable désir de connaître? C. Tu gâches tout. P. C'est pour essayer de recadrer les choses, afin de parvenir à une réponse globale, non contaminée par une aspiration personnelle. C. Bon, je me reprends. P. Poursuivons l'investigation sur ces fameuses prédispositions. On peut distinguer celles qui nécessitent des connaissances spécifiques, complexes, et d'autres plus accessibles. Formulons une hypothèse. La première catégorie concerne tout, ce qui implique la maîtrise de techniques spécifiques, tandis que la seconde se rapporte à la connaissance de soi. C. Oui. P. La première classe de connaissances est bien définie car inscrite dans le modèle éducatif et culturel de la société. Parmi l'ensemble des étudiants qui suivent les cursus proposés, des distinctions se manifestent dans l'aptitude à intégrer les savoirs, on parle de facilité, de talent, voire de génie. C. Et ce n'est pas identique pour la connaissance de soi. P. Il y a deux éléments fondamentaux qui distinguent ces connaissances, formant une véritable séparation, une cloison pratiquement étanche dans leurs approches respectives, l'origine et l'apprentissage. C. Commençons par l'origine, cela semble logique. P. Chaque matière qui relève d'un domaine particulier, nécessite d'assimiler un langage, une technique spécifique pour maîtriser le sujet. Par exemple, les bases nécessaires à la connaissance des mathématiques, ou de la psychologie diffèrent totalement. Bien sûr,
Des similitudes existent lorsque les disciplines appartiennent à un domaine identique ou proche, c'est le concept de tronc commun, les mathématiques pour les enseignements scientifiques. C. L'apprentissage, maintenant. P. Il découle de cette quasi-exclusivité, que les méthodes d'assimilation des connaissances s'en trouvent singulièrement limitées, pour ne pas dire uniques dans certains cas. Cela est commandé par la matière et l'auditoire, s'assurer que les futurs médecins, quelles que soient leurs origines géographiques, disposent d'un savoir identique pour exercer leur art. C. Et la connaissance de soi. P. Examinons ces deux aspects. C. Donc, le premier, cette connaissance en elle-même. P. Bien qu'elle semble multiforme dans son expression, elle est unique par sa nature même, la connaissance de soi, au-delà de la conscience ordinaire, celle qui justement manifeste cette diversité, et finalement sépare. C'est ce que révèlent tous les enseignements traditionnels, émanant de cultures dissemblables, mais délivrant un message identique, ce qui subsiste lorsque le voile des apparences tombe, c'est l'unité. C. Et l'étude de la connaissance de soi. P. Contrairement à l'ensemble des disciplines formant la totalité du savoir humain, dont on n'a vu qu'à l'exception d'un éventuel tronc commun, elles finissent par diverger, l'approche de la connaissance de soi, dont la finalité est unique, peut se faire par des voies multiples. Ce que l'on peut résumer par « de nombreux chemins mènent à la connaissance de soi », mais ces chemins ne sont pas cette connaissance. C. Qu'importe et tant mieux, à chacun le sien. P. Plus concis et sans équivoque, parfait. C. J'en rougis. P. C'est le moment de rester vigilant pour ne pas basculer dans la conscience émotionnelle. C. J'allais l'oublier celle-là. Pour s'y soustraire, un complément d'information. P. Oui. C. Même si présentée ainsi, la connaissance de soi semble plus accessible, nombreuses voies, certaines simples et naturelles, car reposant sur des capacités inhérentes de l'être humain, attention, respiration, il n'en demeure pas moins que cela peut demeurer inaccessible à certaines personnes, et qu'ici aussi les prédispositions existent. Comment répondre à cela? P. Par le silence. C. Certes, mais j'aurais espéré autre chose. P. Toujours le duo de questions, donc. C. Commençons par la première. P. Comme il n'y en a pas d'autres avant. C. On est d'accord là-dessus. P. Les difficultés rencontrées. La multitude des voies possibles simplifie l'accès à la connaissance de soi, mais la simplicité ne signifie pas l'aisance. C'est le même processus à l'œuvre, lorsque l'on dit à une personne, après lui avoir expliqué plusieurs fois, un exercice que l'on maîtrise parfaitement, mais c'est simple. Comment ça se fait que tu ne comprennes pas? C. Ça fait vraiment plaisir quand on s'entend dire ça. P. Voilà. De même que pour tout apprentissage, celui de la connaissance de soi peut s'avérer insurmontable. De plus, la barrière est autre, il faut le savoir et en tenir compte. En effet, l'apprentissage d'une technique passe par la réflexion, l'intellect, alors que la connaissance de soi suppose certes la compréhension d'éléments qui nécessitent l'approche intellectuelle, mais agit essentiellement sur la conscience émotionnelle. C. Et l'on sait qu'elle n'est pas commode, qu'elle se rebelle facilement si on la sollicite de trop. P. C'est le nœud du problème. Donc, simple dans son approche, oui, facile dans la pratique et la durée, cela dépend de chacun. Autant de conscience, autant de perception du changement apporté. C. La différence des obstacles rencontrés entre l'étude d'une matière académique et l'accès à la connaissance de soi, n'offre-t-elle pas aussi des avantages? P. Oui. Voyons cela. L'approche intellectuelle des connaissances implique au moins deux conditions, la préparation psychologique à l'assimilation des connaissances par le choix du lieu et du moment, le préalable ou l'effort avant l'effort, se replonger dans la matière étudiée, solliciter la mémoire. Observons maintenant ce qu'il en est du côté de la connaissance de soi. Pour fixer les idées, considérons son abord par l'attention, ou la respiration consciente. C. Tiens, c'est étonnant, je ne m'attendais pas à cette approche. P. Il est bon parfois de surprendre. C. En effet, pour une surprise, ça s'en est une. P. Laissons passer quelques instants pour que tu te remettes de cette stupéfaction. C. Ça y est, je suis disponible à l'écoute. P. Bien.
Ces techniques peuvent être pratiquées à tout moment de la journée sans préliminaire, si ce n'est la simple décision de s'y appliquer. La difficulté réside dans l'état mental où l'on se trouve. Si la conscience émotionnelle est omniprésente, des obstacles ne manqueront pas de se manifester. Un autre facteur reste à considérer. C'est lequel? P. Le temps. À chaque nouvel accès, l'étude suppose une durée minimum avant d'être efficace. Être attentif ou respirer consciemment se fait dans l'instant. La difficulté consiste souvent à persister dans cette attitude. Si cela semble insurmontable, il est possible de multiplier et répartir dans la journée les accès à ce type de pratique, l'abandonnant dès que les désagréments apparaissent. Quoi qu'il en soit, il est une phase que l'on ne peut exclure, la volonté. C. D'accord. Et les prédispositions? P. Les nier serait absurde, elles existent indubitablement. C. Et donc, indubitablement, que faut-il en penser? P. Qu'elles proviennent des acquis développés dans les vies antérieures. C. P. C'est bien toi qui as évoqué le concept de réincarnation dans cet aspect des choses? C. Oui, mais, P. Tu es surpris que je m'y réfère d'emblée aussi promptement. C. Pour le moins. P. C'était pour attirer l'attention sur cette notion de prédisposition. C. Ça fait beaucoup de mention. P. Tu trouves aussi? C. C'est mes oreilles surtout. P. Bien sûr. Peut-être faudra-t-il songer à introduire une part de rime et de poésie dans ces dialogues? C. Je ne te suivrai pas sur cette voie. P. Tu as raison, un moment d'égarement. Reprenons. C. C'est ça, reprenons. P. Donc, en prenant l'exemple de la réincarnation, qui est loin de faire l'unanimité pour expliquer les aptitudes particulières, il s'agissait en quelque sorte de frapper un grand coup. C. C'est bien ce que j'ai ressenti. P. Mais en fait, qu'importe l'origine que l'on accorde à ces prédispositions, notamment en matière de connaissance de soi. Car le sentiment que l'on cultive sur ce thème, finira toujours par se loger dans la conscience émotionnelle, un mode de fonctionnement qu'il faut absolument éviter d'attiser, lorsque l'on a choisi de se consacrer à cette voie. Donc, oui, les prédispositions et les facilités qu'elles octroient existent, mais, ne nous y arrêtons pas, ne les prenons pas en considération, soyons simplement présents dans ce que nous faisons pour avancer dans la voie que nous avons choisie. C. Effectivement, ça éclaircit la situation. Quelque chose à rajouter? P. Le thème fondamental abordé dans l'ensemble des textes présentés sur ce blog, se rapporte au changement de niveau de conscience. L'observation du changement, c'est pour les autres, ou pour soi lorsque la conscience émotionnelle s'en empare. C. Ça suscite des questions, mais j'arrêterai là, disant simplement que c'est cohérent. Place au texte alors. P. Garde un instant le silence. C. Oui. P. Je souhaite rajouter quelque chose. C. Bien sûr. Quoi? P. Des éléments qui, à mon sens, permettraient vraiment de solder tout, ce qui gravite autour de la notion de particularisme. C. Particularisme, qu'est-ce à dire? P. Qui se rapporte exclusivement à la personne dans sa façon de s'approprier un sujet et de le gérer. C. C'est plus clair. P. Tu as dit, on peut bien affirmer que la conscience émotionnelle, assez pressante chez toi, t'a conduite à cette recherche. C. Je confirme. C'est sur ce point que tu veux rajouter quelque chose? P. Oui. C. Je te prête une oreille attentive, allez, j'irai même jusqu'à 2. P. Je ne sais pas si je le mérite. C. On verra. P. Bon. L'idée que les déboires occasionnés par la prédominance de la conscience émotionnelle puissent inciter à réfléchir sur son mode de fonctionnement, d'en savoir un peu plus sur ses mécanismes, d'observer les conséquences sur ses manières d'être et tenter d'y remédier s'avère une piste logique et sérieuse. C. Jusque-là j'ai bon alors. P. Jusque-là, maintenant, que peut-on aligner face à ces déductions? Une possibilité et des alternatives, l'absence de déclic et de réflexion sur les causes du problème, la volonté de s'atteler à la question, et une multitude de réponses propres à la personnalité, au vécu de chacun. C. Deux voies se distinguent, mais bien reliées à la cause première. P. Naturellement, ce sont les alternatives qui provoqueront l'intérêt. Elles appartiennent en propre aux personnes qui les manifestent, participant ainsi à la compréhension et l'évolution de chacune d'entre elles.
C. Ce que tu appelles le particularisme. P. Oui. Il ne faudrait donc pas s'attarder à juger cela. C'est comme la propagation des ondes produites par la pierre tombant au milieu d'un lac. Si un seul caillou est lancé et l'étendue d'eau vaste, les ondes se propageront sur toute la surface. En cas de jet multiple et de nombreux obstacles, des interférences apparaîtront, annulant ou renforçant cette propagation. Ce qui importe, c'est la résonance des ondes avec la conscience qui les reçoit, comment elle interagit avec elles. Tout le reste relève de la conscience émotionnelle, évitons de l'activer. C. Donc, pas de commentaire sur la façon dont cela s'est manifesté chez toi, et son aboutissement. P. Non, car on tomberait rapidement dans l'expression de la conscience ordinaire, réflexion, émotion, l'important c'est la finalité, cela peut-il aider d'autres personnes? Et dans l'affirmative, le partager. C. J'aimerais évoquer une autre situation, qui s'intègre parfaitement dans ce contexte, et qui m'intéresse tout particulièrement, parce que j'y étais partie prenante. P. Je t'écoute. C. J'ai remarqué que lorsque tu répondais à des questions sur des thèmes, se rapportant à la connaissance de soi, ou à propos des difficultés que l'on rencontre au quotidien, les éléments de réponse venaient assez spontanément, correspondaient bien à l'attente, et se comprenaient aisément. P. J'en rougis d'émotion. C. Manque d'attention, je suppose. P. Certainement. C. Et donc, je voulais savoir comment cela se construisait. P. Tu veux dire l'agencement des éléments de réponse? C. Oui. Quelle est la part respective de la recherche, de la réflexion et de la mémoire? P. On peut s'amuser à un petit jeu, qui consisterait à disséquer le contenu d'une réponse à une question, d'un raisonnement, espérant y trouver un processus bien huilé, respectant des étapes précises aboutissant au propos énoncé. C. C'est l'idée. Et peux-tu distinguer ces étapes? P. Désolé, je ne peux y répondre, étant dans l'incapacité de les identifier. C. O. P. Mais je peux dire ceci. C. A. P. Il n'y a pas de réflexion ou de stimulation de la mémoire, du moins consciemment, mais la perception que les éléments de réponse se présentent et s'enchaînent d'autant plus facilement que l'attention portée à la personne qui pose la question est intense. C. Comme ce qui te vient spontanément à l'esprit, et que tu notes sur tes carnets. P. Oui, concernant la survenue de ces éléments de pensée, mais avec une différence essentielle. Les textes intuitifs ne préviennent pas, et leur teneur est inconnue alors que les réponses suivent le questionnement et lui correspondent. C'est vrai. D'ailleurs, j'avais remarqué pour le contenu des réponses. Donc, cela ne s'apprend pas. P. Suivant le sens commun attribué à l'apprentissage, éducation, effort, étude, non. Mais une évolution a pu être constatée. C. Des éclaircissements. P. Si tu m'avais posé cette question il y a quelques années. C. Je la pose rétrospectivement alors. P. Après quelques mois consacrés à la connaissance de soi par la voie de l'attention, ce que tu as observé dans l'agencement des réponses, se manifestait de façon sporadique, et servait plutôt de support à des réflexions ultérieures. C. Il y a donc progression des effets produits par l'attention dans cette voie. P. Je dirais des changements, il faut se méfier des conclusions trop hâtives, souvent motivées par le désir. C. Que dire, alors? P. Que la stimulation de l'attention maintenue régulièrement, transforme très certainement la conscience, et que cela est perçu par la personne et son entourage, du moins inconsciemment. Mais que les effets ne peuvent être dirigés ou connus par avance, notamment lorsqu'ils ne sont pas soutenus à l'origine par une demande particulière, qu'ils ne résultent pas du désir d'obtenir certaines facultés. C. Et si c'était le cas? P. Attention jeune homme. C. Jeune? P. C'était pour renforcer l'apostrophe. C. Dans ce cas. P. Donc, attention. En effet, le champ de la conscience est tellement vaste, on part en terrain inconnu. Vouloir imposer une volonté pourrait avoir des conséquences regrettables. C. N'est-ce pas là une mise en garde sur la recherche de l'attention? P. Tu fais bien de poser cette question. Pour que cela soit clair et ne souffre d'aucune ambiguïté, pas de problème avec l'attention, car la vigilance qu'elle instaure guide naturellement la conscience sur des chemins fiables, mais vouloir s'immiscer, lui prescrire des buts, c'est inviter la conscience émotionnelle,
comme l'on introduirait le loup dans la bergerie. Les réponses intuitives sont une facette de l'attention, pas nécessairement reproductible chez toutes les personnes qui la cultiveraient. C'est, donc, P. Simplement accueillir avec bienveillance ce qui se présente, sans désir ni attente. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que cela ne s'apprend pas. P. Tout à fait. C'est, pour résumer, l'essentiel. C'est la réponse que chacun apporte en lui-même et le soin qu'il apporte pour la saisir, la faire évoluer et la partager, lorsqu'il comprend que cela peut aider d'autres personnes. Tout cela à sa façon. P. C'est bien résumé. C'est, très bien. Bon, cette fois, c'est vraiment fini, place au texte. P. Place au texte.